peut-être le petit mot d'ouverture en tant que… Avec plaisir. Et après, on passe la parole à Philippe. Avec plaisir sur le mot d'ouverture. Donc, l'idée, c'est sur cette commission croisée, c'est aussi de vous parler de la place de l'éducation à l'ère numérique, à l'ère digitale. Et vous verrez pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, le titre, et pas dans l'autre sens, c'est-à-dire comment on intègre les outils numériques dans l'éducation. Donc, je ferai une petite présentation, un peu constat aussi de la situation. Après, on aura Moïa, qu'on a invité sur cette commission, donc, qui est la toute fraîche coprésidente. Donc, ils sont deux avec Olivier Bénard de l'association EdTech. Donc, il y a une vraie volonté. Donc, c'est une association nationale qui existe partout en France, qu'on a lancée dernièrement ici à la Réunion, avec une vraie volonté d'amener un peu plus de sensibilisation, de ressources, et puis surtout de mettre en valeur des initiatives qui existent déjà localement sur des choses qui se font autour de l'éducation et de la technologie. Et puis après, un temps d'échange, j'imagine, et tout ça en mangeant avec plaisir tous ensemble. Donc, merci d'être là et ravi de cette première commission. Donc, deuxième partie où effectivement, je disais tout à l'heure, moi, le but, c'est de faire, pour ceux qui me connaissent un peu, vulgariser et sensibiliser sur des choses. Donc, c'est vous parler un petit peu de la place de l'éducation à l'ère numérique. Alors, ça permettrait d'être un peu parfois subversif, vous comprendrez pourquoi. Mais de manière très simple, avant de rentrer dans le détail, aujourd'hui, on vit la technologie nous impacte quasiment partout dans nos vies. On parlait Metaverse, NFT, tout ça hier soir, mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle, la robotique, voilà. Il y en a plein, on a ça là dans notre petite poche sur lequel je vais revenir. Donc, on vit quand même une révolution digitale majeure dans notre société. Même s'il y a eu des évolutions dans l'éducation n'a pas eu de révolution, elle, par contre, dans ses pratiques pédagogiques. Et preuve en est, parce que je vous ai préparé quand même un petit diapo, tant qu'à faire, j'aime bien avoir des images quand je parle. Donc ça, c'est la photo d'une classe en 2022. Et ça, c'est la photo d'une classe en 1920. Je vous remonte une photo d'une classe en 2022, une classe en 1920. Donc, il n'y a pas eu d'évolution majeure, on est d'accord, sur l'environnement des pratiques pédagogiques depuis quasiment un siècle. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour le coup, par contre, en 1920, c'était plutôt pertinent, ce modèle-là. C'était assez intéressant parce qu'en 1920, on a une problématique, on est ère industrielle, donc les industries ont besoin de main-d'œuvre, il faut que cette main-d'œuvre soit qualifiée. Donc, il faut que je puisse éduquer cette jeunesse pour avoir rapidement la manœuvre qualifiée. Donc, on crée un modèle éducatif un peu sur le modèle standard de l'époque, qui était le modèle industriel. Donc, on va s'inspirer du taylorisme, du fordisme, et on va créer une éducation de masse. En tout cas, on va standardiser l'éducation, uniformisée sous une notion un peu massive pour essayer de faire sortir rapidement les jeunes. Et les jeunes, ils sont plutôt contents d'aller à l'école à cette époque-là, pour une raison toute simple, c'est qu'à l'école, c'est cool pour leur curiosité, ils ont leurs potes, ils vont jouer, ils vont échanger, ils vont interagir. Et c'est vrai qu'à l'extérieur de l'école, ils ne sont pas trop sollicités. En règle générale, ils vont à la forêt, ils vont se balader, ils vont faire du vélo. Voilà. Mais ils ne sont pas hyper sollicités. Donc en 1920, ils sont super contents d'aller à l'école. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas sollicités, ils sont même hyper sollicités. Il y a des tablettes, la télé, le téléphone, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les YouTube, les streamings, les Netflix, et j'en passe. Et donc, avec cette hyper sollicitation, on n'est plus du tout sur le même principe qu'on a vécu en 1920 et qu'on peut vivre aujourd'hui en 2022 si je reste dans la même salle de classe. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, alors il faudrait que, si tu peux me permettre d'enlever les petites fenêtres, Nathalie, ou les baisser comme la dernière fois, parce que c'est la dernière colonne qui m'intéresse, c'est le temps d'écran par tranche d'âge. Voilà. Temps d'écran par tranche d'âge sur une semaine. Donc ça, c'est récent en 2022. Donc on est en plus post-confinement, post-Covid. Donc c'est, vous voyez, quasiment 18 heures que sur le web. Que sur le web. Donc si on fait un petit calcul et qu'on additionne les trois, ça fait 36 heures. Donc les mecs, ils se font un petit contrat de travail hebdomadaire que sur les écrans. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ce qui fait qu'on est dans les dérives aujourd'hui que sont celles-ci, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème d'attention et on considère aujourd'hui que le niveau d'attention que peut avoir l'être humain et surtout les jeunes, il est moins qu'un poisson rouge. Et pour ceux qui se rappellent Dory dans le monde de Nemo, c'est à peu près ça, toutes les 9 secondes, je zappe. Donc voilà, donc là on est, et à cause de cet élément-là sur lequel je vais revenir, puisque qu'est-ce qui fait qu'ils ont des problématiques d'attention aujourd'hui? C'est ça. C'est la diversité notamment des réseaux sociaux. Donc, on est sur le tout de suite, tout le temps. On est sur de l'immédiateté, de l'instantanéité. On est sur effectivement tous ces petits likes, ces petites notifications qui, quelle que soit l'activité du jeune, n'est-ce pas,
vont prendre mon attention en me disant tiens, qu'est-ce qui se passe, et puis je vais revenir. Et puis surtout, ces fameux réseaux sociaux, ils ont quand même. Alors, il y a quand même un truc intéressant là-dedans, parce qu'à chaque fois, on dit ouais, mais les réseaux sociaux, ils deviennent fous, ils sont devant leur écran, ils font n'importe quoi. Ils sont là en plus avec ce côté addictif à scroller toute la journée, donc à rester encore plus longtemps. Mais quand on regarde précisément l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes, en dehors du divertissement, c'est ces 4 éléments-là que vous avez dessous, c'est communiquer, créer, collaborer, s'informer. Je dis ça comme ça m'a l'air pas si mal en fait comme compétence dans la société dans laquelle on évolue. D'accord ? Et en fait, cette génération qu'on appelle Y, génération Z, génération millennials, les générations 1, monsieur, Y, ça veut dire why en anglais, c'est la génération du pourquoi. Donc, on est sur cette génération en quête de sens qui, pour nous, entrepreneurs, est probablement la génération la plus compliquée à manager parce qu'ils posent tout le temps la question pourquoi. La dernière fois, je demande à quelqu'un, je dis, tu peux mettre ça sur Slack, il me dit mais pourquoi on ne fait pas autrement et pourquoi. Ça fait partie du jeu, donc soit on fait avec, soit on ne fait pas, mais ils sont comme ça, c'est cette génération de quête de sens. Et pourquoi ils sont en quête de sens? Alors j'aime bien cette phrase, je vais vous la lire. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, donc ce truc-là, la dernière cri, là, le dernier iPhone, d'accord? Ils sont mal élevés, ils méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés. Pardon, pour toi, c'est pas moi, hein, c'est une citation. Bavards au lieu de travailler, ils ne se lèvent plus que lorsqu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent, ils contredisent leurs parents, ils plastronnent en société. Donc, plastronne, c'est fanfaronner, c'est se la péter un peu. Ils se hâtent à table pour d'engloutir les desserts, ils croisent les gens, mais tyrannisent leur maître. Bon, voilà un stéréotype de cette génération Y, Z, le nom que vous voulez, qui sont partagés, je pense, un peu par nous. On est d'accord? À votre avis, qui a dit ça? Un parent du mec comme ça. C'est ce monsieur-là. Ouais, ça pique, hein. C'est un barbu. C'est Platon, ouais, c'est déjà pas le prénom. C'est Platon qui reportait les termes de Socrate. Donc ça veut dire que ce choc de génération, ça fait des siècles qu'on le vit en fait. On a l'impression qu'à chaque fois on se dit ah, les jeunes ils sont pas comme nous et tout ça. Mais on l'a toujours vécu. On en est presque peut-être même au même stade. À part le verbe plastronner que je n'utiliserai pas moi, mais pourquoi pas, je vais essayer de le placer de temps en temps. Et bref, pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ont ça dans la poche. Et ça, dans la poche, ça change tout. Ça change le fait qu'ils peuvent tout faire. Hein. Aujourd'hui, l'enjeu majeur, nous, à notre époque, l'enjeu majeur, c'était l'accès à la connaissance, et je vais y revenir. Aujourd'hui, ce n'est plus un enjeu. Hein. L'accès à la connaissance, plus un enjeu d'éducation. C'est-à-dire, aujourd'hui, mémoriser une connaissance par cœur n'est plus un enjeu d'éducation. L'enjeu de l'éducation, il est sur apprendre à chercher l'information, apprendre à avoir un esprit critique par rapport à ça, apprendre à l'analyser, apprendre à le vulgariser, apprendre à le transmettre. Donc, ça change un petit peu tout le paradigme qu'on peut avoir là-dessus. Et donc, moi, je disais, je suis entre 2 générations. Donc, moi, quand j'avais un exposé à faire à l'époque, j'allais au CDI, chercher le livre, il fallait trouver. En carton, on n'utilisait pas trop ici, c'était pas encore quand j'étais jeune. Donc j'allais chercher le bon bouquin, la bonne page, je prenais des notes et je faisais mon exposé. Bon. Puis après, il y a ce truc-là qui est arrivé avec Internet, donc Wikipédia. Donc, Wikipédia, encyclopédie libre, objectif, abondée par des millions de personnes qui peuvent corriger en open source. Au départ, les professeurs me disaient ouais, mais non, c'est pas fiable. Bon, il y a des millions de personnes qui viennent essayer d'abonder dans le truc. On peut se dire que ça peut être un peu fiable, donc je pense qu'ils avaient peur de disparaître les pauvres. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une évolution qui a avancé. Et dans cette évolution, alors je trouve ça marrant parce que nous, en France, on passe minimum 10 ans à apprendre l'anglais à l'école. 10 ans à apprendre Where is Brian, je pense qu'on ne sait pas trop où il est depuis, agit dans la cuisine, je ne suis pas convaincu. Et bref, il y a quelqu'un qui s'est posé la question en disant mais comment ça se fait que les pays nordiques, ils sont largement meilleurs que nous en langue et notamment sur l'anglais. Et ils se sont aperçus pour certains qu'en fait, quand ils regardaient les séries là-bas, ils ne pouvaient pas sous-titrer dans la langue officielle, dans leur langue locale. Donc, ils regardaient les séries dans la version originale. Donc, ce qui faisait d'eux des gens qui étaient plutôt meilleurs que nous sur l'aspect langue. Donc, il y a des petits malins qui ont inventé ça, la Flix. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Solution pour apprendre l'anglais grâce à vos séries préférées. Voilà. Et donc, il y a plein de solutions. Je ne vais pas toutes les faire. Il y a du Babbel, il y a du Duolingo, basé en plus sur du jeu et un système de récompense. Donc, le jeu, je fais juste une parenthèse, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais c'est la façon naturelle dont apprend notre cerveau. Donc, le jeu dans l'éducation, je vous laisse répondre à ça. Je continue sur Coursera, les MOOC, qui sont venus aussi apporter une nouvelle façon de voir les choses. Donc, Coursera est une plateforme
parmi tant d'autres, il y en a plein d'autres. Donc, les MOOC, c'est les Massive Online Open Courses, donc des cours ouverts à tout le monde, gratuits et massifs, puisque je peux recevoir des millions de personnes. Pourquoi je prends Coursera en exemple? Pour 2 raisons. C'est qu'aujourd'hui, sur Coursera, je peux trouver tout. J'ai l'Université de Genève qui fait un super MOOC sur la fission nucléaire, si ça vous intéresse. Allez voir, c'est assez sympa. Bref, moi, je n'ai pas suivi, mais ça avait l'air top dans le résumé. Mais ce qui est intéressant dans Coursera, alors je n'ai pas la stat maintenant, parce qu'ils ont doublé le nombre d'utilisateurs, d'étudiants actifs, donc ils doivent être aux alentours de 80 millions. Donc avant le confinement, moi j'ai la stat, ils devaient être aux alentours de 40 millions. Mais ce qui est intéressant dans la stat, c'est qu'un tiers des étudiants actifs sur Coursera ont moins de 18 ans. Ont moins de 18 ans. Donc, je ne suis pas sûr que dans la cour de récré au lycée, de dire que j'ai suivi un MOOC en fission nucléaire, ça permet de plastronner. Donc il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se faire sur la façon, bien sûr, sur la façon dont je gère et je vais gérer l'éducation. Et donc ça vient aussi appuyer sur des modèles de réussite qui changent un petit peu et des modèles pour les jeunes qui changent un petit peu. Alors ça me fait rire parce que je le vois, vous voyez, nous on a tous des stylos et des feuilles et lui il est avec son ordinateur là, à prendre des notes. La dernière fois, je termine juste là-dessus, en cours, j'ai une fille qui pendant 1h30 était sur son téléphone. À un moment donné, je vais la voir, si ça ne t'intéresse pas, elle me dit monsieur, je prends des notes. Elle prend des notes sur le téléphone. Choc, film. Il me dit que je suis vieux. Non, mais je sais, mais c'était au début en 2018. Mais là, tu viens de me donner l'idée. Quand tu fais les notes sur téléphone. Bref. Et donc, du coup, je termine là-dessus. Donc, ce petit jeune homme, là, c'est un garçon qui s'appelle Taylor Wilson. Donc, il a sur la photo à 14 ans, qui fait l'objet d'un article de presse. Pourquoi je prends lui en exemple? Parce que lui, tout petit, il est fan de fusées. Donc, son délire dans la vie, c'est de faire des fusées. Puis à un moment donné, du haut de son jeune âge, il s'est rendu compte que le meilleur moyen de faire décoller une fusée, c'est d'avoir un moteur à réaction nucléaire. Donc, il s'est pris de passion pour ça. Et là, le petit gamin, là, avec des TEDx, des MOOC et tout ce que vous voulez, il s'est créé un réacteur nucléaire dans son garage à 14 ans. Voilà, 14 ans. Il a fait un réacteur nucléaire dans son garage. Je passe d'univers, je passe de jeune. A priori, il a trouvé, je ne sais pas comment il a fait, il a dû commander sur Amazon. Je passe d'univers, vous savez c'est qui ça? Un gamer. Je vous donne son nom, il s'appelle Kyle Gersdorf. Il a 16 ans, effectivement c'est un gamer. Il a gagné quoi à votre avis? Championnat du monde d'un jeu, e-sport. Championnat du monde de Fortnite. D'accord? Je parle de ça pour une raison toute simple, c'est que ce petit gamin de 16 ans, qui en plus se faisait taper dessus par son papa parce qu'il trouvait qu'il passait trop de temps sur les jeux vidéo, a gagné 3 millions de dollars. Voilà. Oh, ben, je vais mettre en Fortnite. Boutille, en gagnant le championnat du monde de Fortnite. Le papa, lui, il s'est bien continué derrière. Du coup, il a beaucoup moins tapé. Et voilà. Et ça veut dire qu'on arrive sur un système qui arrive dans l'éducation, en tout cas tel qu'on l'utilise aujourd'hui, tel qu'on la pratique, qui arrive à bout de souffle. Et preuve en est, c'est que quasiment tous les 3 ans, à suivre, là, depuis Macron, c'est peut-être même tous les ans, il y a des réformes de l'éducation. Ouais. Mais parce qu'on ne se pose pas la bonne question, mais je vais y revenir. Donc, on sait que le système, il arrive à bout de souffle, on sait qu'il faut le réformer, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il faut remplir les cerveaux, voire les gaver, comme si nos cerveaux étaient vides. Donc, déjà, ça pose une première problématique. La deuxième chose, c'est 2 rapports conflictuels, entre guillemets. C'est un rapport à la réussite qui pose problème. Donc, travaille bien à l'école, tu feras des longues études et tu auras un beau travail. Ouais, je vais gagner 2 000 €. Il en a gagné 3 millions en jouant à Fortnite. Je peux calculer vite fait. Ça me semble plus sympa de jouer à Fortnite. Première chose. Donc, ça veut dire que l'ambition que nous donne l'école aujourd'hui, elle ne fait plus du tout les jeunes, ce qui n'est plus du tout le cas, qui était le cas avant. Le deuxième élément du rapport à la réussite, c'est de dire qu'il faut trouver la bonne réponse à un problème bien énoncé du professeur pour avoir la meilleure note. Donc, en plus, j'intègre un esprit de compétition. Donc, deuxième élément qui pose problème. Et puis après, j'ai une problématique de rapport à l'échec. C'est-à-dire que si je n'ai pas la bonne réponse en utilisant la bonne méthode du problème bien énoncé par le professeur, j'ai une mauvaise note. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une solution à un seul problème avec une seule façon de l'atteindre. Donc déjà, ça pose des problématiques majeures dans la façon dont on voit les choses. Et le deuxième rapport à l'échec, c'est aussi de dire, quand tu copies sur ton voisin, c'est pas bien. Quand tu veux aider ton voisin, c'est pas bien, c'est de la tricherie. Donc voilà, on est en train d'influencer en termes de valeurs des choses qui ne me paraissent pas cohérentes aujourd'hui. J'ai dit que je serais volontairement subversif par rapport à la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Ça veut dire que quand je dis que c'est à bout de souffle, ça ne prépare plus les jeunes dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. On est d'accord là-dessus, je vais y revenir. Parce que le but de l'éducation, ce n'est pas de préparer les jeunes dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est de préparer les jeunes dans la société dans
laquelle on va évoluer demain. Demain, il y a un problème, c'est que 85% des emplois, on ne les connaît pas. Donc, comment on va faire pour expliquer aux jeunes qui vont devoir mobiliser des savoirs qu'on ne connaît pas encore, pour répondre à des problèmes qu'on ne connaît pas encore, et qui sont en plus mal énoncés. Ce serait trop facile si c'était bien énoncé pour un problème. Voilà. Et qui en plus vont utiliser des outils qu'on ne connaît pas encore. Et là, l'éducation va dire, t'inquiète, je gère. Bon, on est d'accord. Alors, quand on ne sait pas comment faire pour poser un problème, comment trouver des idées, tout ça, depuis un certain temps, il y a une méthode qui est un peu à la mode dans l'innovation, qui s'appelle le design thinking. Je reprends brièvement les étapes du design thinking. La première, c'est se mettre en empathie. Donc, essayer de se mettre à la place de l'autre et de comprendre comment il fonctionne. OK, jusque-là, ça va. Le deuxième, c'est définir le problème. Vous voyez, dans le petit texte qui est un peu petit, définir le problème, moi, j'ai une pensée du problème, mais pour essayer d'être sûr que ce soit le bon problème, je vais aller me connecter aux gens qui sont face à ce problème-là pour mieux le comprendre. Donc, je dois interagir. D'accord ? Et ensuite, je vais devoir créer, donc faire preuve de créativité, prototyper, puis après, je vais tester. Mais quand je teste, je suis quasiment sûr de me tromper la première fois. Donc, je vais avoir un rapport à l'erreur. Donc, je fais quoi ? Je fais de l'itération, donc notion d'adaptabilité, notion de persévérance, notion de tout ce qu'on veut. Bon. OK, super. Je reviens à l'éducation. Si je pense comment intégrer les outils digitaux dans l'éducation, je pense outils. C'est-à-dire que je pense marteau. Le problème, c'est que si je n'ai pas des clous en face, ça ne marche pas. Donc, la question n'est pas de se poser comment intégrer les outils digitaux dans l'éducation. La question est de se poser comment je réinvente l'éducation à l'ère numérique dans laquelle j'évolue aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le même paradigme que je suis en train de vous dire. Et ça tombe bien parce qu'on doit préparer à des compétences, et ces compétences, aujourd'hui, il y a un consensus mondial sur des grandes compétences transversales qui sont déterminantes pour l'humain face aux technologies que je disais tout à l'heure, face à la robotique, à l'intelligence artificielle, à tous ces éléments-là qui viennent un peu discuter notre façon dont on évolue dans la société. Bon, et là, vous voyez, esprit critique, rapport à l'échec, curiosité, créativité, agilité, adaptabilité, intelligence collective, voilà, tous ces éléments-là qui reviennent un petit peu. OK, super. Est-ce que ça, c'est intégré dans l'éducation aujourd'hui ? Je vous laisse seul maître de cette réflexion, mais je vous donne un exemple. Je vais partir sur la créativité, puisque moi, ça me semble assez intéressant, la créativité dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, et celle surtout dans laquelle on va évoluer demain. Et il y a un test qui s'appelle le test du trombone, le test de Jackson. Ce test du trombone, c'est quoi ? C'est qu'on va demander, c'est la notion de divergent thinking, donc c'est la pensée divergente en français. Donc, on va chercher à savoir d'un trombone combien d'utilisations autres que son utilisation d'origine je peux en avoir. Par exemple, je sais pas, je peux faire un hameçon, je peux faire une boucle d'oreille, un collier, un bracelet, je peux ouvrir mon téléphone avec, il y a plein d'utilisations. Et à partir d'un certain seuil du nombre d'utilisations divergentes que je peux trouver, je vais être considéré comme un génie en termes de créativité. D'accord ? Donc, ils ont fait ce test-là sur des millions de personnes dans le monde et ils ont statué qu'il y a 2% de génies, 2% de la population de génies dans le monde. Ok, super. Et puis, il y a le monsieur qui faisait ça, qui s'appelle, que je retrouve son nom, George Land, je crois, qui un jour se retrouve avec un panel d'enfants de 4-5 ans. Et il devait faire un test avec eux, et puis, je ne sais plus pourquoi, le test ne peut pas se faire, et donc il ne sait pas trop quoi faire. Il dit, tiens, il travaillait là-dessus, c'était son grand dada, il dit, on va faire le test du trombone avec les enfants. Il fait le test du trombone avec les enfants, donc il a, je pense, une trentaine d'enfants de 4-5 ans, et là, résultat, 98% de génie. Bizarre. Je refais. Donc, il refait le test avec plusieurs panels comme ça, toujours 4-5 ans, pour rester dans la logique. Et ça conforte, les résultats se confortent, on est à 98% de génie pour les 4-5 ans. Donc là, on se dit, en tant qu'adulte, on est à 2%, à 4-5 ans, ils sont à 98%, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, en tant que bon scientifique qui se respecte, il se dit, bon, on va faire un truc simple, on va faire une étude longitudinale, donc sur du long terme, on va prendre un panel de 4-5 ans et on va les suivre jusqu'à l'âge adulte, voir un peu ce que ça donne. Et bien, ça donne ça. Voilà, ça décroît lamentablement pour arriver effectivement à 2% à l'âge adulte. Et donc, la conclusion qu'ils en font, c'est que, et j'adore, le comportement non créatif est appris. C'est génial. C'est génial. Ça veut dire que quand on dit que la créativité est innée, ça l'est. Et on la perd parce qu'on est borné dans un cadre à se dire il y a une seule solution, il n'y a qu'une seule façon de la trouver et qu'il y a un seul problème. Ben non, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bref. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement, les gens qui sont différents, parce que j'avais promis que je parlerais de diversité, qui sortent du cadre, qui ne font pas comme tous les autres, finalement, c'est peut-être mieux que rentrer dans un moule et
faire comme toutes les autres et respecter je dirais un carcan de société dans lequel on nous demande d'être. Alors, il y a des gens assez connus, pour le coup, qui eux se sont dit, ouais, moi, je ne vais pas faire comme tout le monde. Bon, au-delà du côté brillant du personnage, on est sur Steve Jobs, qui a quand même fait des études correctes, qui a réussi à rentrer à Harvard. Les premières années à Harvard, il a fait, je pense, 2 mois. A priori, plus pour des problématiques financières qu'autre chose, mais il a fait 2 mois à Harvard, donc il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait de… Voilà. Et il le dit très clairement lui-même. En plus, à Harvard, quand il fait un discours, il dit « Moi, je n'ai pas fait, c'est très bien, et je vous conseille de ne pas faire. » C'est pas déjà pour Harvard, on est bien. Et ce monsieur-là, justement, ce qui est marrant dans son histoire, c'est que le seul cours gratuit qu'il y avait à l'époque, c'était un cours de calligraphie. Et il dit à un moment donné qu'il connecte les points, parce que grâce à ce cours de calligraphie, c'est ce côté épuré des Mac, mais dans une certaine complexité. C'est le travail de police d'écriture qu'il a eu, parce que ce n'est pas Microsoft qui a inventé, c'est bien Apple. Donc, issu aussi de ce cours de calligraphie gratuit qui est parti, parce qu'il ne voulait pas dire à ses parents qu'il avait été viré d'Harvard. Bon, et là, on est sur le slogan d'Apple, c'est « Think different », donc « penser différemment ». C'est un grand truc. On est vraiment sur des gens qui veulent penser différemment et sortir du cadre. Bon, alors après, pensez pas trop différemment, parce que c'est mieux si tout le monde a un Apple, c'est mieux si tout le monde utilise plutôt les câbles d'Apple, parce qu'on ne peut pas l'utiliser sur autre chose. Donc voilà, pensez différemment, mais restez quand même chez Apple, c'est quand même plus sympa. Mais ça, c'est mon côté subversif. Bref, est-ce que ça veut dire que finalement, être dans la diversité, être différent, en tout cas avoir une équipe différente en termes de diversité, est-ce que ça ne fait pas de l'innovation? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la source d'innovation pour pouvoir réussir? Alors, je ne sais plus c'est comment ça s'appelle, donc je vais remonter là. On a fait un truc assez sympa juste avant le confinement chez Crealis, parce que c'est important pour nous la diversité dans l'innovation. On a fait une semaine de la diversité, on avait invité un panel d'entreprises en interview, et je ne citerai pas le nom de ce monsieur qui m'a dit « Ah, mais nous, la diversité, ça fait des années qu'on est dedans. On a 30% de femmes dans nos effectifs. » Alors déjà, moi, femmes et diversité, pour moi, ce n'est pas du tout en lien. C'est normal d'avoir des femmes dans son entreprise, jusqu'à preuve du contraire, sachant qu'en plus, il y a des chiffres qui le corroborent. Quand j'ai des femmes, notamment en statut de cadre, 60% de performance en plus, 54% d'innovation et de créativité. Voilà. Et là, je suis que sur les femmes. Sauf que la diversité, on est d'accord, ce n'est pas ça. La diversité, on est sur une diversité ethnique, on est sur une diversité de religion, on est sur une diversité, les LQBTQ, je ne sais pas quoi, voilà, bref, les handicaps, il y a plein de diversités différentes. Et en ce moment, il y a même une volonté politique de pousser à la diversité dans les entreprises. Je vais inventer un mot. Est-ce que ce n'est pas du diversity washing? C'est-à-dire qu'on est là à avoir, et on parle de quota en plus, qui est un mot quand même assez horrible dans les entreprises, pour dire je suis dans la diversité. J'ai accepté la diversité. En se basant sur une façon toute simple de gérer la diversité, sur les ressemblances physiques. Les ressemblances visibles, entre guillemets. Et en fait, le seul moyen d'utiliser la diversité à bon escient dans l'innovation, ce n'est pas sur les ressemblances physiques que ça va se jouer. C'est sur en tout cas, c'est sur les ressemblances invisibles, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que je crée de la diversité, parce qu'il faut que je me base sur de la confiance. Donc, les ressemblances invisibles, c'est quoi? C'est la notion de motivation, c'est la notion d'état d'esprit, c'est la notion d'incarner les valeurs. Parce que même si j'ai que des gens qui fonctionnent de la même manière, je ne peux pas innover. Et là, du coup, ça me permet de rentrer sur la notion d'entreprise apprenante, qui est pour moi l'avenir des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise doit apprendre d'elle-même en permanence. Donc là, vous avez les 5 piliers de l'entreprise apprenante. Donc effectivement, il faut qu'on la considère comme une pensée systémique. C'est un système qui englobe toute l'entreprise et tous les acteurs de l'entreprise. Il y a une notion de vision partagée. Donc on veut tous atteindre le même objectif ensemble et on est tous d'accord là-dessus avec les mêmes règles du jeu. Il y a une notion d'apprentissage en équipe. C'est-à-dire que le meilleur moyen de comprendre et d'apprendre, c'est de pair à pair. Et c'est même de passer d'un savoir à un savoir-faire, voire à un savoir-devenir, mais ça, c'est encore autre chose. On est sur la maîtrise de résolution de problèmes. Avant d'être sur la maîtrise de résolution de problèmes, il faut être en capacité de définir ce problème. Et surtout, on est sur la remise en cause des modèles mentaux. Ça veut dire que si je prends que des clones, en fait, j'ai un modèle mental et je n'innove pas. Si je crée de la diversité basée sur de la confiance et de l'envie de travailler ensemble, je casse de fait les modèles mentaux, parce que j'ai une ouverture d'esprit par rapport aux modèles différents que les gens vont m'amener. Et c'est que comme ça qu'on peut innover. C'est que comme ça qu'on arrive à créer de nouvelles choses. Alors, je vais essayer de conclure, parce que là, je m'enflamme. Qu'est-ce que je vous ai appris aujourd'hui? Rien, pour être honnête, parce que la question est très mal posée et n'a aucun sens, parce que je ne vous apprends rien, vous apprenez par vous-même. Les gens apprennent par eux-mêmes. Donc, je ne vais pas apprendre mon fils à faire du vélo, je vais le montrer, je vais l'accompagner.
je vais probablement l'éduquer. Et le mot éduquer, c'est quoi? Ça a une double origine latine. D'abord, c'est educare, qui veut dire élever, faire grandir. Et ensuite, c'est educere, qui veut dire faire éclore, qui veut dire guider, conduire à l'extérieur. Donc, c'est intéressant parce que ça vient dire quoi? Ça vient dire que en fait, le potentiel, il est à l'intérieur. Et que le but de l'éducation, c'est de l'aider à sortir à l'extérieur. Et aujourd'hui, l'éducation, elle est faite comment? On part de l'extérieur et on va remplir l'intérieur. Ce qui, pour moi, est un non-sens, puisque ce n'est pas le principe de l'éducation. Et donc, le principe d'apprendre, c'est par moi-même. Donc, il faut allumer la flamme, la passion, tout ce que vous voulez. Alors, quel va être l'avenir de l'éducation? C'est une très grande question auquel je ne m'hasarderai pas à répondre. Mais je peux donner quand même quelques idées. Est-ce qu'il faut, dès maintenant, commencer à parler d'intelligence artificielle dans les écoles? Je pense que c'est nécessaire, puisqu'on est déjà dedans et qu'on va continuer, et que la nouvelle génération va devoir collaborer avec l'intelligence artificielle, donc ça change tout. Est-ce qu'on va aller sur de l'immersion à base de lunettes immersives pour les enfants de réalité augmentée, de réalité virtuelle, voire de réalité mixte? J'en parlais hier. Est-ce qu'on ne va pas finir dans le metaverse finalement pour essayer de collaborer différemment à l'école? Je ne sais pas, je ne suis pas en train de prendre un système, je ne donne que des exemples. Je veux juste finir mon propos du jour avec une citation africaine. Pour qu'un enfant grandisse, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. En gros, il faut tout un écosystème pour ça. Et je reprends ma petite phrase de conclusion que j'ai notée, parce que l'écosystème, il va permettre de mobiliser des capacités intrinsèques qui vont me servir à agir sur des savoirs qu'on va me transmettre ou que je vais aller chercher moi-même, grâce à des outils, donc le digital, dans des contextes différents. Le seul moyen d'y arriver, c'est en accordant la possibilité à faire et à accompagner le potentiel à sortir et d'accompagner avec des méthodes, des outils. Donc, l'outil en lui-même, l'outil digital que je souhaite faire rentrer absolument dans l'éducation nationale, n'a aucun sens. Ce n'est pas l'outil qui amène le résultat. C'est toujours le même triptyque. La première chose, c'est l'objectif que je vais atteindre, la destination. La deuxième chose, c'est le chemin que je vais en avoir, la méthode. Odos, c'est chemin en latin. Et la troisième chose, c'est l'outil que je vais utiliser. Si ces trois choses sont équilibrées, j'arrive à un résultat. Mais pas qu'avec l'outil. Merci.